Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes, nous y sommes. Docteur Gilbert Cholignano, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Agbeti. Voilà, et vous êtes un des responsables de la STT, Synergie des travailleurs du Togo. Et hier, la STT a célébré la fête du 1er mai, fête des travailleurs en noir. Alors, docteur Gilbert Cholignano, pourquoi d'abord le noir et pourquoi une marche? Pourquoi une marche? Normalement, ce n'était pas une question à poser, monsieur Agbeti, puisque le 1er mai est consacré comme étant la journée des travailleurs. Et dans tout le monde entier, les travailleurs organisent des manifestations. Et la marche, c'est donc une activité syndicale par essence. Je tiens à préciser cela. La marche est une activité syndicale par essence. Et quand vous lisez un peu sur les plateformes, vous voyez même l'historique du 1er mai et vous comprenez ce qui a amené les travailleurs à cela. La réclamation des droits, n'est-ce pas, à une dignité, à un travail décent. Depuis les USA et ce qui est arrivé en 1919 après en France, qui s'est approprié de la fête de 1er mai, qui marque un tournant dans l'acquisition des droits des travailleurs. Et donc, pourquoi en noir? Je tiens aussi à rappeler que ce n'est pas la première fois que la STT fait une marche au 1er mai. Déjà en 2013, nous avions fait une marche en noir et en rouge, déjà en 2013. Suite au décès des deux élèves de Dapan. Donc, le noir et le rouge sont des couleurs que la Synergie des travailleurs du Togo utilise depuis belle lurette pour cette activité, pour certaines manifestations. Voilà. Et donc, c'est une couleur que nous avions choisie pour exprimer un peu notre mécontentement par rapport au fait que, en dépit des voies réglementaires de revendication que nous avions usitées, on s'est rendu compte que les choses n'avancent pas comme cela se doit. Donc, c'est pour cela que, de manière unanime, les sympathisants et membres de la STT ont décidé, au lieu de s'habiller en blanc, de faire croire que tout est rose, tout est beau, nous allons plutôt porter du noir, non seulement pour nous souvenir d'outils et de Anselme qui sont morts ça fait 5 ans, qui ont été assassinés à Dapan, mais aussi pour dire que non, la plateforme qui a conduit au meurtre de ces enfants n'est pas encore totalement épuisée. Et donc ce serait pas mal que rapidement on puisse s'asseoir autour d'une table et vider la plateforme de revendication. Donc voilà un peu les motivations de ces deux couleurs, de la couleur noire et de la marche. Oui, mais quand j'ai posé tout à l'heure la question par rapport à la marche, vous ne semblez pas être totalement d'accord avec moi en disant que vous ne voyez pas l'importance de cette question. Mais moi, j'y vois l'importance de cette question. Pourquoi? Parce que au prime abord, la marche a failli être étouffée. Absolument. C'est pourquoi j'ai posé la question. Pourquoi une marche? Je vais le dire simplement. Ou bien votre marche a été autorisée hier. Non, voilà les incongruités dans lesquelles nous sommes. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est ça. On ne peut pas comprendre qu'un 1er mai, jour où les travailleurs sont libres d'exprimer leurs sentiments, quels qu'ils soient, on puisse refuser à un groupe de travailleurs de manifester, arguant du fait qu'ils sont habillés en noir et que le noir n'est pas la couleur du jour. Diantre, on se demande dans quel pays on est, d'autant plus que on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a une loi au Togo qui consacre la couleur à utiliser le jour du 1er mai? Est-ce qu'il y a une loi au Togo qui dit que le 1er mai au Togo, tout le monde doit se habiller en blanc? Je ne sais pas s'il y a une loi qui a été prise comme ça. Mais peut-être on se réfère à la tradition. C'est-à-dire ce qui est de coutume. Non, ce qui est de coutume n'est pas loi. Non, soyons clairs. L'habitude est une seconde nature. Mais ce n'est pas une loi. Il faudrait pas qu'il y ait d'amalgame et que des officiers supérieurs puissent arguer de ce fait-là en disant que leur a été donné de ne pas nous autoriser à marcher parce que les gens sont habillés en noir et que l'ordre vient d'en haut. On ne sait pas de quel haut il s'agit, mais que l'ordre a été donné quand même. On se demande, est-ce qu'il y a une loi dans ce pays qui consacre la couleur blanche ou une autre couleur à la journée du 1er mai? Je ne sais pas. S'il y en a, je serais heureux que vous me la rappeliez. Mais a priori, c'est ça. C'est là le paradoxe togolais. On ne peut pas comprendre. Donc aujourd'hui, les couleurs sont devenues des phobies pour des gens. Moi, je ne sais pas. Mais finalement, vous avez marché.
Plaise à Dieu, oui. Je pense que des autorités très, très consciencieuses ont dû intervenir pour permettre à ce que c'est-à-dire que le droit minimal, la liberté d'expression soit respectée. Et là, une scène s'est passée hier également à votre arrivée au niveau du palais des congrès, point de chute de votre marche. Victoire FM était présente et puis témoin, mais beaucoup de gens racontent des choses sur les réseaux sociaux. Alors, à votre arrivée hier au palais des congrès, que s'est-il passé réellement? Bon, je ne vais pas, au risque de me tromper, dire des choses que je ne maîtrise pas trop, puisque je n'y étais pas, dû à des raisons personnelles. Je n'y étais pas, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais ce que j'ai reçu comme information de Mme Nadou, qui a conduit les membres de la STT. Alors, bon, elle m'a fait comprendre que dès qu'ils sont arrivés au lieu, au départ, on ne voulait pas leur donner accès à l'esplanade. Et donc, quelqu'un a été dépêché pour leur faire comprendre qu'ils ne devraient pas avoir accès à l'esplanade. Mais par après, la personne est revenue leur dire que, bon, de patienter un instant, qu'ils auraient accès à l'esplanade et que même on pourrait éventuellement faire un discours de la part de la STT. Alors, juste après que le patronat se soit exprimé, la même personne est revenue dire que non, comme la STT n'était pas prévue au niveau du programme initial pour faire le discours, donc il serait mieux qu'on ne fasse pas de discours, notre déclaration ne soit pas lue là-bas, comme ce n'était pas prévu, donc elle ne devrait pas être lue là-bas. Et donc c'est après ça que les camarades ont décidé d'entonner nos chansons que nous entendons souvent. Et dès que ça a été entonné, il s'en est suivi un mouvement brusque. A priori, le podium principal s'est rapidement vidé des membres du gouvernement qui, apparemment, d'après ce qu'elle m'a raconté, serait rentré dans le palais des congrès. Bon. Mais de toute façon, les membres du gouvernement, en tout cas, tout était fini et c'est le patronat qui était en train de prononcer son discours avant que vous n'arriviez sur les lieux. Voilà, et eux, ils se sont retirés au palais, dans le hall du palais des congrès pour le rafraîchissement. Absolument. C'est la scène à laquelle nous avions assisté. C'est ce qui s'est passé, oui. Ah, voilà. Maintenant, docteur Gilbert Tcholenyanou, vous brandissez depuis 2013 une plateforme revendicative. Aujourd'hui, vous dites que la plateforme revendicative, ces points ne sont pas tous épuisés. Quels sont les points qui sont encore en suspens? Il y a la valeur indiciaire, sa revalorisation qui pose problème. Nous avions initialement parlé de doublement de la valeur indiciaire en lien avec le pouvoir d'achat des Togolais qui est quasiment inexistant. Et du fait que depuis la dévaluation, la valeur indiciaire est restée stagnante et qu'il fallait bouger. Et donc, il y a eu, à l'époque, vous vous rappelez qu'il y a eu les 20-30 000 qui ont été concédés et qui ont été transformés en points d'indice. Ce qui a fait que la valeur indiciaire a connu un léger avancement. C'était ça le premier. Il y a le point sur les retraités. Au niveau des retraités, il y a 2 points fondamentaux. La prime de départ à la retraite, l'indemnité de départ à la retraite, qui a été suspendue et que nous demandons de réactiver, de rétablir en fait. Vous voulez qu'on rétablisse le point, l'indemnité de départ à la retraite? Absolument, qu'on ramène ça et que nos parents retraités, nos camarades retraités puissent en bénéficier déjà à partir de 2011. À partir de 2011, qu'ils puissent déjà en bénéficier. Il y a ça qui est important. Il y a le fait d'harmoniser l'âge de départ à la retraite, qui est un point aussi sur lequel on s'est mis d'accord. Il y avait quand même un accord de principe pour que nous puissions évoluer là-dessus. Il y a l'allocation de départ, enfin l'allocation familiale, qui était aussi un autre point de discussion à l'époque. Vous savez combien ça, quelle est la valeur de l'allocation familiale au Togo actuellement? Je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'il n'y a pas des propos à tenir, parce que ça ne nous honore pas. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là, il y a les primes de transport, il y a les primes de logement. Donc, tous ces éléments-là restent des points de la plateforme de revendication de la synergie que nous avons introduite depuis plus de 5 ans maintenant.
Et voilà, ces points que vous revendiquez, est-ce que le gouvernement n'a pu faire aucune action ou peut-être entamer des discussions tout autour de ces aspects-là? Oui, comme on l'a dit, nous avions commencé des discussions en 2013. Oui. Et vous étiez tous témoins de ce qui s'est passé. Et donc, nous avions suspendu les mouvements pour pouvoir discuter. Donc, à l'issue des discussions, on s'était convenu de se revoir pour pouvoir finir achever les autres points. De 2013 à 2015, 2015 à 2018, aujourd'hui, les points sont toujours là et existent toujours. Donc, excusez-nous du peu, il est quand même important qu'on ne laisse pas traîner les choses et qu'une fois, on puisse finir par en parler courageusement. Tout est là, ce n'est pas une question de faire de la surenchère, mais c'est juste une question d'agenda et une question de promesse, d'engagement pris par le gouvernement lui-même. Donc, nous, on s'en tient au fait que le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que nous puissions vider les points de la plateforme. Donc, il est important qu'on y ait, parce que des gens meurent, monsieur Joachim Agbetim. Des gens meurent. Et c'est quand même normal que nous puissions faire en sorte que des gens puissent entrer dans leurs droits. Je pense que même le gouvernement a intérêt. Le gouvernement est là pour les Togolais. Il ne peut pas être content du malheur des Togolais. Oui, je crois que les membres du gouvernement, ils sont des fonctionnaires avant tout, avant d'être nommés à ces postes. Donc c'est là où, pour nous, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu gênant. Oui. C'est un peu comme si, il y a une catégorie de Togolais quelque part, et il y a une autre catégorie à part. Non, nous sommes tous des Togolais, et ce que nous demandons, en fait, c'est pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous faire le procès d'être dans une sorte de propagande ou de surenchère. Non, on ne fait que poursuivre ce que nous avons commencé depuis 2013 et qui malheureusement a débuté avec le meurtre de 2 enfants d'Outi et Anselme. Voilà, mais sur un de vos courriers ou dans un de vos courriers récemment, vous aviez mentionné aussi des décrets d'application du statut de l'armée et de la police. Absolument. Mais depuis un bon moment, on ne vous entend plus parler de cet aspect. Alors que eux aussi, c'est des fonctionnaires, même si leur cas est un peu spécial ou particulier, c'est également des fonctionnaires de l'administration publique togolaise. Non, nous continuons de parler de ça parce que nous disons tous les corps qui ont eu un statut particulier déjà adopté, qu'ils puissent rentrer dans la jouissance de leurs droits. Et en l'occurrence est faite des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie, donc, qui ont un statut particulier, de la police surtout, et que nous demandons que ces fonctionnaires-là puissent entrer dans leurs droits. Et je peux vous dire qu'on a plein d'agents de police qui nous ont saisis là-dessus, qui disent que non, il y a des agents de police qui ne bénéficient pas des avantages, il y a d'autres corps, d'autres catégories qui en bénéficient. Donc nous, on n'est pas dans une posture ségrégationniste, non, ou discriminatoire. Non, nous prenons tout ce qui touche les travailleurs, quels qu'ils soient corps habillés ou civils, nous défendons leurs droits. Le général. Généralement, oui. Donc nous, on n'est pas dans une posture non discriminatoire, non, pas du tout. Ce qui concerne les travailleurs, nous disons que si nous pouvons porter notre voix, nous porterons la voix des travailleurs et nous demanderons que leurs droits soient respectés. C'est pour ça que nous avons pris à cœur de défendre les fonctionnaires de police, puisqu'ils ont un statut particulier qui a été adopté et que ce statut-là puisse rapidement être effectif. Voilà. Hier, il y a eu les centrales ou les autres centrales en votre nom avant votre arrivée. C'est M. Emmanuel Agbetim de la CSTT qui a lu le cahier de doléances au nom de l'ensemble des centrales ou disons des travailleurs togolais. Et il parlait de beaucoup de points, mais je vais toucher seulement quelques-uns. Il a dit la revalorisation, le paiement à terme échu des pensions de retraite dans le secteur public et privé. Le rétablissement de l'indemnité de départ à la retraite pour les fonctionnaires. L'harmonisation de l'âge de retraite, de l'âge de départ à la retraite. Et ils ont également dit le reclassement en catégorie A3 des fonctionnaires de l'administration générale titulaires de la licence classique, actuellement en catégorie B. Alors, ils ont touché aussi le SMIC, etc. Oui. Est-ce que vous retrouvez au niveau de la STT dans toutes ces réclamations que portent également les autres centrales? Non, je peux vous dire que ces réclamations-là, c'est la fusion des revendications des centrales.
Tout ça. Donc, toutes les centrales se sont concertées? Oui, il y a eu la fusion. Il y a eu un document au niveau du ministère de la fonction publique et du Travail qui porte fusion des revendications, des centrales syndicales. Et donc, vous voyez très bien que les points de la STT sont dedans. On vous parle de l'indemnité de départ à la retraite, on vous parle de la motion de l'âge de départ à la retraite, et tout ça, la valeur indiciaire, c'est les points que la STT porte. Donc, il y a une plateforme commune qui a été établi et qui prend en compte les réunions de toutes les centrales syndicales. Et donc, c'est sûrement autour de ces points-là que la table de négociation sera ouverte dans quelques jours. Mais ce que je voulais rappeler, M. Joachim, si vous me permettez, c'est cette tradition de plateforme de revendication qu'on remet le 1er mai. Chaque année, on fait ça. Mais vous voyez, l'intelligence nous oblige à quelque chose. Ce genre de document, quand on le remet, c'est quand même intéressant que dans un an, avant qu'on ne fasse de nouvelles revendications, qu'on fasse le point sur ce qui a été dit l'année passée. Donc, normalement, par exemple, les points... Excusez-moi, je voudrais bien que dans un an, que nous soyons assez honnêtes, que nous prenons ces points qui ont été listés aujourd'hui, qui ont été cités hier, et qu'avant de faire de nos propositions, qu'on puisse demander au gouvernement où est-ce qu'on en est des points qu'on a remis il y a un an. C'est-à-dire, quand on s'enferme dans ce carcan de tradition, à un moment donné, on prend les gens pour des idiots, et nous-mêmes on passe pour des idiots. Ça devient une monotonie, ça devient en fait un théâtre qui n'a plus de sens. Même Molière n'a pas écrit des scènes aussi obscènes que ça. C'est-à-dire qu'on ne tire pas, on se dit que on prend des gens pour des idiots puisque c'est un folklore. Et ce n'est pas intéressant. Il faut partir des principes simples. Quand on remet une plateforme comme cela, c'est quand même intéressant que après un an, qu'on fasse le bilan, qu'on se dise, il y a un an, vous avez remis ce document. On a pu faire ci, on a pu faire ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et on sent de la dynamique, on sent une vitalité, on sent de la démocratie. Et on sent que les partenaires... mais avant de faire cela, est-ce qu'il ne doit pas avoir un cadre? Mais justement, ça voudrait dire que lorsque vous remettez un document pareil, il faut que dans les jours, les mois qui viennent, avant qu'on arrive au 1er mai 2019, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse. Alors, si les centrales viennent juste pérorer et remettre un document et ne font pas le suivi du document reçu, et qu'un an après, on se retrouve encore dans une répétition folklorique à jouissance, j'estime qu'il y a un problème. Non, notre manière de voir le syndicalisme, il est différent. Nous sommes dans l'action, nous ne sommes pas dans la stagnation. Il faut qu'on se dise des vérités. Donc la STT est dans l'action. Absolument. Nous disons, ces genres de cérémonies, c'est bien, mais il faut que ce soit des cérémonies intelligentes. C'est-à-dire que lorsqu'on les fait, que tout le monde sente qu'il y a une démarche d'évoluer et qu'on n'est pas là juste pour performer un folklore ou bien pour satisfaire une tradition qui à la limite devient monotone et qui est barbante à la fin. Donc nous voulons bien que cela se fasse, mais qu'à chaque fois on puisse avoir l'intégrité, l'honnêteté intellectuelle de dire, il y a un an, nous avions introduit tel document, avec le gouvernement nous avons pu faire ceci ensemble. Il reste tel point à améliorer, il reste tel point à finaliser. C'est plus intéressant. Et maintenant, on ajoute encore tel point parce qu'il faut quand même qu'on évolue. Oui, là, c'est intéressant. Mais si on peut-être vous, si vous n'aviez pas émis ce vœu tel que vous l'exprimez aujourd'hui, là, de pas le passer. Monsieur Joachim, vis-à-vis du gouvernement, peut-être. Non, ce n'est pas un vœu à aimer. Je pense que tous les acteurs, je ne parle pas seulement du gouvernement, même nous, les centrales syndicales, mais sont sérieux. Avec tous les acteurs doivent pouvoir savoir que quand on soumet un document, il faut faire le suivi du document, savoir où est-ce qu'on en est, ce qui reste à faire. Pour que l'année suivante, on fasse le point avant de partir sur de nouvelles bases. Je vous en prie, si vous prenez les plateformes, tout au moins les déclarations d'intention qui ont été remises au gouvernement depuis 10 ans, faites le point pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Avec le dialogue social en 2006. Mais quand même, je vous donne lecture de ce point du ministre Gilbert Barra hier et on va revenir tout de suite. Jetez un regard sur les mois qui viennent de s'écouler. Il est évident que les défis et les difficultés n'ont pas manqué, particulièrement dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'administration générale, qui n'ont cessé d'être confrontés ces derniers temps à des agitations et des mouvements sociaux préjudiciables à la paix sociale et à l'économie. Fin de citation. On va revenir tout de suite. Audi Actu. C'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu, retour donc en studio avec notre invité Dr Gilbert Tcholegnanou qui est le coordonnateur adjoint de la synergie des travailleurs du Togo. Docteur, vous avez suivi ce matin le ministre Gilbert Barra après lecture donc du cahier de doléances, des points contenus dans le cahier de doléances hier. Il s'est prononcé, mais quand même, avant tout, il disait
que les manifestations de ces derniers mois, c'est-à-dire les agitations au niveau de l'administration publique, secteur santé, éducation et administration générale, ont été préjudiciables. D'abord, à la cohésion nationale, disons à la paix sociale, à l'économie. Est-ce que vous reconnaissez cela? Non, mais si le ministre le dit, c'est que cela a été le cas, puisque c'est eux qui ont les éléments pour pouvoir apprécier à sa juste valeur ces différents paramètres qui régissent notre pays. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que cela pouvait être évité. D'autant plus que on n'arrive pas à une grève de manière anarchique. Il y a la loi qui décline clairement les étapes avant d'arriver à une grève. Avant d'arriver à une grève, différentes procédures avant d'aller à une différentes grève. procédures avant d'arriver à une grève. La loi vous fait obligation d'envoyer un préavis de grève. Le préavis de grève court 10 jours. Et justement, ce préavis de grève est permis pour que l'autorité ou l'employeur puisse aussi pouvoir se sortir d'affaires et ne pas laisser la grève arriver pour enclencher des négociations. Donc, 10 jours pour pouvoir enclencher des négociations qui vont éviter la grève. Maintenant, si le préavis de grève est envoyé et que vous n'enclenchez pas de négociations, je pense que chacun saura faire la part des choses et saura où est sa responsabilité en tant qu'acteur, aussi bien dans tous les mouvements sociaux, les grognes que le pays a connus pouvaient être évités? Absolument, puisqu'il fallait juste, dans les 10 jours qui courent, appeler à négociation et faire en sorte de pouvoir obtenir de l'autre partie l'engagement de ne peut-être pas entrer en grève, et ainsi de suite. C'est un jeu. Et ce jeu est bien encadré. Monsieur Joachim, il y a des règles pour le jeu. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit en arriver là. Normalement, si on s'écoutait et si on se parlait et s'il n'y avait pas des préjugés, on ne devrait pas en arriver là. Ça coûtait quoi au gouvernement d'ouvrir les négociations ou d'appeler à discuter et d'éviter que les grèves n'arrivent. Et puis bon, éventuellement aussi au niveau des partis syndicales, il est aussi important que lorsqu'on vous invite à la table de négociation, à discuter, que vous preniez aussi la mesure de la chose et que vous voyez comment vous pouvez aussi jouer là-dessus. Je crois qu'il est important qu'il y ait un climat. Quand on vous appelle à la table de négociation, qu'est-ce que cela impose à la partie syndicale? Il n'y a pas une obligation directe qui interagit sur le fait d'arrêter ou non. La preuve, je donne un exemple, c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas le plus reluisant, mais quand vous prenez aujourd'hui la grève de la SNCF, les gens sont en train de négocier, de discuter avec le gouvernement, mais pourtant ils ne continuent pas à faire la grève. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation. Mais pas de manière générale quand même. Non, il faut 2 jours de grève par semaine. Non, c'est 2 jours de grève par semaine que les gens font à la SNCF. Donc, ça voudrait dire que tout dépend de comment vous percevez la confiance au niveau de l'autre partie. Si vous estimez que vos interlocuteurs sont assez crédibles et qu'ils font une montre de bonne foi, alors vous pouvez dire non, sur la base de ça, nous n'entrons pas en grève parce que nous estimons que la confiance dégagée par l'autre partie nous donne l'assurance de pouvoir aller loin. Donc tout est question de comment vous entreprenez les débats avec les partis. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. C'est une question de confiance. Et il faut juste que les gens aient confiance. Oui, justement, parlant de question de confiance, le gouvernement, par le truchement du ministre Gilbert Bahara hier, il a annoncé que dans 2 semaines, un dialogue sérieux sera ouvert entre le gouvernement et toutes les centrales syndicales sur les points qui sont en suspens ou bien par rapport aux plateformes revendicatives. Alors, mais dans le même temps, vous aviez annoncé une grève de 48 heures depuis le jeudi dernier. Alors, et cette grève va commencer demain, jeudi. Est-ce que votre grève tient encore? Ou bien vous l'avez levée? Monsieur Joachim, il y a un principe cartésien du syndicalisme, c'est que vous n'avez pas le devoir en tant que responsable de lever une grève. Vous faites ça, c'est que vous vous condamnez. C'est l'Assemblée générale qui lance la grève. Et c'est la seule Assemblée générale qui est habilitée à lever le montant de grève. Vous, en tant que coordonnateur ou porte-parole, vous n'êtes que l'interface entre l'Assemblée générale, votre base, et le gouvernement. Rien que ça, pas plus. Et donc, s'il faut lever la grève, il faut revenir au niveau de la base, discuter, essayer de convaincre la base de l'opportunité ou de l'intérêt de lever la grève. Si la base accepte, vous levez la grève. Vous ne prenez pas le devant des choses. Donc,
Mais finalement, est-ce que vous ne risquez pas, les responsables des centrales syndicales ne risquent pas d'être pris en otage par les syndiqués? Ou bien non, il n'y a pas de prise en otage. Dans cette histoire-là, il n'y a pas de prise en otage. Si c'est elles qui doivent dicter toujours la conduite à tenir. Ce n'est pas un dictat. C'est une discussion démocratique. Ce n'est pas un dictat. On n'impose rien à personne. Au cours des AG, c'est une discussion, vous discutez. Et maintenant, c'est à chacun d'avoir les arguments qu'il faut pour pouvoir convaincre l'autre. Et donc, à l'issue des discussions, on décide à la majorité d'une attitude qui est celle que tout le monde est arrivé à accepter. Non, ce n'est pas un dictat, c'est vraiment un jeu. Je vous en prie, quand vous y êtes, c'est un jeu vraiment démocratique où ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui vient imposer. Et c'est cela qui fait des fois que quand on parle de manipulation de masse, je me dis qu'il y a un souci. Parce que quand vous venez au débat, aux AG de la synergie, je sais que vous venez, vous voyez comment ça se passe. Personne ne vient imposer quoi que ce soit. Non, c'est un débat qui est ouvert. Oui, mais des fois, est-ce qu'il peut arriver que la coordination puisse dire oui, nous vous comprenons bien, mais compte tenu de tel contingent, disons telle situation, nous ne pouvons pas aller tout droit encore ou bien accéder à ce que vous dites. Et c'est pour ça qu'il faut discuter. Avec la base. Avec la base. Vous discutez avec la base. Et quand vous convenez de quelque chose... Mais, monsieur Joachim, voyez-vous, il y a longtemps, il y a eu des choses. Pendant quasiment 2 ans, 3 ans, de 2015 enfin, à fin 2017, quasiment, si vous vous rappelez très bien, il n'y a pas eu de mouvement de la synergie. Oui. Parce que nous sommes arrivés... Ni de Saint-Fort. Nous sommes arrivés à faire comprendre à nos bases respectives qu'il était important d'utiliser les coulisses, les couloirs et la négociation. Et les gens nous ont accordé, justement... ce grand moratoire. Voilà. Si je peux le dire ainsi. Absolument, c'est le mot. Ils nous ont accordé là, ce moratoire pour que nous puissions aller à ces négociations de coulisses. Mais lorsqu'on a fait ces 2 ans, quasiment 3 ans, et que les gens ne voient pas venir les solutions à leurs revendications. Voilà, les fruits des négociations des coulisses, ils ont demandé qu'on aille au mouvement de grève. C'est ce que nous avons été obligés, malgré nous, de faire parce qu'on n'avait pas d'éléments pour convaincre la base du fait qu'on puisse laisser perdurer les négociations dans les coulisses. Et maintenant, dans le cas de figure, cas présent, est-ce que vous allez en grève demain ou bien vous vous allez accorder du crédit à l'annonce que le ministre a faite pour que, après tout, vous puissiez échanger avec votre base? Non, pour ce que je sais, la grève a été décidée depuis la semaine passée. Oui. S'il faut la lever, comme je vous dis, il faut retourner en AG. Jusqu'à cette heure où je vous parle, il n'y a pas d'AG qui soit prévu. Et donc, je ne pourrais pas vous répondre pour dire si la grève sera levée ou pas. Ou si, non, s'il y a une AG qui se tient, l'AG décidera si on lève la grève ou pas. Moi, à l'instant où je vous parle, je sais que la décision d'aller en grève a été prise depuis bientôt 1 semaine et que cette décision court toujours. Je vais vous faire écouter un élément sonore. Et c'est le chef de l'État-fort, Zimran Yassingbe, lors de son adresse à la nation le vendredi 27 avril dernier, qui s'est prononcé par rapport à la situation dans le monde syndical. Je veux considérer que chaque avancée que nous réalisons dans un esprit de solidarité est une raison supplémentaire d'espérer et de nourrir notre foi en l'avenir. Il en est ainsi de l'accord intervenu il y a tout juste 1 semaine entre les acteurs du système éducatif et le gouvernement. En adressant mes félicitations à toutes les parties prenantes à ces discussions, j'en appelle également à un sursaut de responsabilité des personnels enseignants pour conduire l'année scolaire à son terme dans la sérénité. J'ai instruit le gouvernement de poursuivre les efforts pour la résolution des défis du secteur éducatif dans une approche globale qui mette le mérite et la performance au service de la qualité de l'enseignement dont dépend la relève de notre pays. Je souhaite également insister sur la nécessité pour les organisations professionnelles de promouvoir en leur sein le renforcement des capacités et la formation aux grands principes du syndicalisme, notamment la séparation d'avec les questions politiques et partisanes. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre progressive des réponses innovantes qui contribuent réellement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le secteur de la santé, la généralisation de la gestion contractualisée des structures sanitaires publiques s'accompagnera d'investissements conséquents pour la réhabilitation des installations et l'équipement des services. Pour améliorer l'offre de santé, la formation sera renforcée avec l'ouverture dès la rentrée prochaine des écoles d'infirmiers et de sages-femmes à Dapan, Atapamé, Tchévié et Palimé.
Voilà, vous venez d'écouter le chef de l'État, Faure Eswazina Singbe. Il demande aux responsables syndicaux de penser au renforcement des capacités sur les grands principes du syndicalisme. Oui. Oui, M. Joachim. Il vous demande d'aller à ce renforcement de capacités. Parce qu'il a raison. M. Delta a raison. Ce que M. Delta dit, nous, on n'est pas contre ça. Nous, on dit que ça depuis longtemps aussi. Est-ce que vous le faites? Absolument. On n'en serait pas là sinon. Vous le faites? Ben oui. Moi, j'ai été formé au syndicalisme. J'ai fait des centres de formation internationaux. Monsieur Joachim, on ne vient pas au syndicalisme forcément comme ça. On peut arriver comme ça, mais il faut aussi se cultiver et connaître les principes élémentaires du syndicalisme. Et le syndicalisme est clair. Il n'y a pas d'amalgame à faire entre syndicalisme et politique. Non. Ah non. Il n'y a pas d'amalgame à faire. Il n'y a pas d'amalgame possible. Oui, mais quand même. Non, le syndicalisme a ses principes. Parce que dans les syndiqués, ils peuvent être de n'importe quel parti politique. Mais quand on parle du travail, il n'y a pas de parti politique, le travail. Le salaire du fonctionnaire ne change pas parce qu'on est du NI ou bien on est de l'ANC ou bien on est du CAR. Je suis désolé. Vous êtes logé à la même enseigne. Vous avez les mêmes droits et donc les mêmes devoirs. Et donc, les propos du chef de l'État sont clairs. Il n'y a pas d'amalgame possible. Il faut que la frontière entre syndicalisme et politique, la frontière, elle est, même si elle est tenue, elle est nette, elle est claire. Nous, on défend les travailleurs. Oui, la frontière, elle est nette. Elle est nette, mais elle est tenue. Cependant. Je tiens à le dire. Oui. Elle est nette, mais elle est tenue. C'est-à-dire que on a vite fait de basculer. Maintenant, c'est aux responsables syndicaux de rester fermes et de savoir qu'ils n'ont pas intérêt à basculer. Pourquoi je le dis? Vous défendez des travailleurs qui ont des convictions plurielles. Vous avez parmi vos camarades syndiqués des gens qui sont d'UNI, des gens qui sont de l'ANC, des gens qui sont neutres, des gens qui sont du CAR, des gens qui sont je ne sais pas. Des gens qui ne s'intéressent même pas à la politique. Donc vous ne pouvez pas prendre le risque, si vous tenez à ce que votre syndicat prospère et puisse regrouper, rassembler assez de membres pour vos revendications syndicales, vous ne pouvez pas commettre le risque abscon de faire intervenir des engagements politiques. Parce que si vous frustrez vos camarades qui sont, par exemple, du NIR, ou vos camarades qui sont de l'opposition, vous avez des problèmes. Donc, vous devez faire en sorte que les points de convergence, les points de ralliement, c'est ce que vous allez utiliser. Oui, cette ligne de démarcation, est-ce que les uns les autres au niveau élevé des syndicats le maîtrisent? C'est ce à quoi le chef de l'État appelle. Ceux qui ne le maîtrisent pas, grand mal leur face. Je suis désolé pour eux. Et ils devraient, comme le chef de l'État le dit, renforcer leurs capacités et éviter de tomber dans ces travers-là. Parce que c'est important. Si un syndicat commet ce risque-là, de basculer dans tout ce qu'on appelle politique politicienne, mais ce syndicat signe son arrêt de mort. Ça va de soi. Parce que vous n'aurez jamais l'adhésion totale. Aujourd'hui, quand le Synfort appelle à une grève, je vous en prie, mais vous voyez combien de gens respectent la grève du Synfort. Si le chef de l'État... Au même moment, laissez-moi finir s'il vous plaît. Au même moment, dans tous ceux qui observent le mot d'ordre de grève du Synfort, il y en a qui sont de tous les partis politiques. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on arrive à mobiliser autant et à faire la nuit? Parce que nous arrivons à défendre tout ce qui est intérêt des travailleurs. Entre-temps, votre ministre de tutelle avait dit certainement que des gens parmi vous se seraient encartés dans des formations politiques. Et aujourd'hui, si le chef de l'État revient encore sur cet aspect et vous interpelle à faire la séparation entre le syndicalisme et le militantisme politique, ça veut dire qu'il se base sur des éléments assez probants. C'est vous qui le dites. Non. Le chef de l'État a exhorté... Oui, si le chef de l'État vient corroborer quelque chose qui a été déjà dit. Monsieur Joachim, dans les propos qu'on vient d'écouter tout à l'heure, le chef de l'État a exhorté à faire en sorte que les syndicats restent syndicats et que la politique reste au parti politique. Est-ce qu'il le dit ex nihilo, sans se baser sur rien du tout? Un chef d'État n'a pas vocation à faire des affirmations gratuites. Ça va de soi. Donc, c'est une exhortation que moi je prends. Je me dis, il nous fait comprendre qu'il est important que les syndicats restent dans leur ligne de syndicat. Et c'est ce que je dis. Donc, fondamentalement, aucun syndicat ne peut prendre ce risque-là d'aller sur un champ politique craignant de perdre des adhérents qui peut-être sont de notre parti politique. Donc, nous tenons en compte tout cela. Je peux vous dire aujourd'hui que quand nous faisons nos mouvements,
il y a des gens, nous avons des camarades qui sont de tous les partis politiques, et il y en a qui sont neutres. Mais comment est-ce que vous expliquez le fait que quand on lance un mouvement dans la santé, les gens respectent? Alors que dans ces mêmes personnes, au même moment, le chef de l'État était au centre hospitalier la dernière fois. Oui. Vous aviez boycotté, mais beaucoup de médecins aussi étaient présents. Oui, il y a des médecins C'est le choix personnel. Il y a des médecins qui étaient présents parce qu'il y en a qui avaient des responsabilités aussi à faire valoir. Et parmi les médecins qui étaient présents, il y en a qui sont membres du Saint-Faute. Oui. Qui étaient présents. Ils sont membres, ils sont encartés Saint-Faute, mais ils étaient présents par respect à l'institution et puis parce qu'ils ont des responsabilités. Non, monsieur Joachim, il n'y a pas d'amalgame à faire. Mais permettez, Kwame a une question, c'est lui seul qui va intervenir ce matin. Il est en ligne avec nous. Kwame, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. J'aimerais demander aux syndics, aux responsables, que nous n'allons pas nous voiler la face. Quand le gouvernement organise des manifestations, vous allez voir que le système public reste boudé, il n'y a pas du personnel. L'administration est quelque peu paralysée. Voilà. Donc ça veut dire que le politique a ramassé ces gens pour aller faire sa manifestation. Moi, j'aimerais lui faire une doléance. La doléance, à savoir que au lieu que dorénavant on fait la grève, on fait une trêve. Et cette trêve-là va consister à former, à sensibiliser, à édifier, à clarifier les choses au niveau des syndiqués. Parce qu'on a appris beaucoup de choses sur les bancs. Arrivé au poste de travail, on oublie tout. On oublie carrément tout. On oublie même nos droits et devoirs. Donc cette doléance-là, de former bien, rien que de former. Donc vous demandez à la STT de faire trêve ou bien à qui? À la STT de faire D'accord, trêve, merci. Et la trêve servira à former. Merci. Merci, monsieur Kwame. Et alors, vous avez écouté l'auditeur? Non, c'est ce que nous disons tous. C'est une interpellation. Oui, c'est une interpellation. Mais ce qu'il vient de dire, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Et ce qu'il a dit aussi est réel. C'est-à-dire que quand des gens, même, il y en a même qui ne font pas grève parce qu'ils disent que non, voilà, parce que je suis de tel parti politique, je ne dois pas faire grève. Il y a de ces cas que vous assistez parfois. Il y en a qui le disent. Clairement. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'amalgames qui se font autour. Donc on doit pouvoir comprendre. C'est aussi vrai qu'on ne doit pas aussi non plus prendre des gens aussi en otage pour dire que bon, vous êtes à tel poste parce que vous êtes de tel parti ou parce que c'est tel membre de tel parti qui vous a mis à ce poste-là. Donc non. Même si vos droits ne sont pas, elles sont violées, vous n'avez même pas de droit placé. Ce que le l'État dit est réel. Il faut donc qu'on puisse faire la part des choses. Le syndicalisme a ses principes. Et ma toute dernière préoccupation, docteur Tcholéyan, avant que nous puissions remettre l'antenne, le chef de l'État dit contractualisation s'accompagnera des investissements lourds pour équiper les hôpitaux. Je voulais vous dire justement que nous avons apprécié à sa juste valeur ces propos-là, puisque c'est ce que nous demandons. Nous demandons, et nous sommes heureux de voir que le chef de l'État a pris dans son discours des points de revendication du Saint-Faute, puisqu'il a dit qu'ils vont équiper les hôpitaux, ils vont faire des investissements lourds dans les hôpitaux, ils vont former des agents de santé. Et ils vont créer même des centres de formation. Non, ils vont créer même 2 hôpitaux. Il a dit qu'ils vont construire 2 hôpitaux, un au nord, un au sud. C'est ce que le Saint-Faute a demandé dans sa plateforme de revendication. Donc nous sommes heureux de voir que ces éléments sont pris en compte. Donc vous applaudissez le chef de l'État pour le discours tenu? Nous sommes heureux de voir cela. Merci, docteur Gilbert Tcholéyan, d'être passé chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, messieurs, dames, tous qui nous avez reçus. Le débat continue sur la page Facebook de votre radio. Toutes nos excuses de ne vous avoir pas permis de réagir intensément ce matin. Ah oui, Jacob Arama et Nessine à Kogo vous donnent rendez-vous sur le coup de 9h pour le journal en EV. Excellente journée à toutes et à tous.